En début de semaine, nous avons fait une preview des San Antonio Spurs et aujourd'hui, on s'arrête plus précisément sur notre Frenchie national, ça ne veut rien dire, Victor Wembanyama. Et oui, saison 3 qui débute, il y a beaucoup de choses à dire, on a envie de se projeter, on a vu des matchs de pré-saison, on avait des envies aussi sur le style de jeu, on va essayer de décomposer ça, Erwan, en plusieurs étapes, le physique, le mental, les espoirs, les performances, tout ci, tout ça. On est présent comme toujours pour bien lancer cette saison NBA 2025-2026, ce sera donc mardi soir le premier match NBA. Avant de rentrer dans le vif du sujet, cher Erwan, année 3 pour Victor, qu'est-ce qu'on en attend ? Mister la superstar Victor Wembanyama. Moi je l'ai dit, j'ai envie qu'il soit dans le top 3 MVP en fin de saison. Donc oui, il y a du monde, hein. Ça veut dire qu'il sortirait un des monstres que sont SGA, Yanis et Luka et Jokic. Ouais. Pour citer que. Certes, mais en tout cas, je sais qu'il est capable de remplir tellement de cases sur une feuille de match. Je pense qu'il veut associer ça aussi à un bilan collectif intéressant. Donc ouais, j'ai envie de voir Victor faire top 3. Et puis quand je vois l'attitude qu'a changé sur ce début de saison, on va parler aussi de ses spots, de son jeu qui a un petit peu évolué, où il est un petit peu plus proche du texte. Moi, l'attitude déjà me fait croire qu'il peut finir dans ce top 3 MVP. Eh ben, je t'invite à en parler dans quelques instants. Je voulais qu'on commence sur un truc basique, sur le physique de Victor Wembanyama. Vous le savez, on l'a beaucoup suivi à l'époque des Mets. Il est très grand, oui. Il était très filiforme, très... Ouf. On vous a mis cette petite photo quand même à l'époque des Mets. Donc, il a 18-19 ans. Et cette photo, lors de la pré-saison. On l'a vu aussi dans le bain avec Kevin Hart. Alors, c'est pas le même bain que Jaren Star, parce que déjà, il y a 2 bains, hein, ce qui est une bonne nouvelle pour faire une vidéo. Il est torse nu dedans, on le voit très dessiné, et on voit que ses muscles ont commencé à prendre. Je voulais aller sur le physique, parce que forcément, l'année dernière, sa saison s'était arrêtée avec cette thrombeuse veineuse. Malheureusement, on l'a pas vu non plus avec... Thrombose veineuse. Merci. Thrombose veineuse, on l'a pas vu avec l'équipe de France, on était tous très frustrés. Il a dit qu'il avait énormément bossé tout au long de l'été. Regarde cette déclaration, chers amis. Je peux vous assurer que personne n'a travaillé comme moi cet été. C'est mon meilleur été jusque-là. Je me sens mieux, j'ai l'air plus fort. Tous les feux sous ton verre, j'ai appris tellement de choses. Mes progrès sont incroyables. Ça se voit déjà sur les premiers matchs de pré-saison, non ? Oui, ça se voit. Il fait un truc qu'on le voyait pas faire. Il fait tomber des mecs. Et il fait pas tomber des mecs avec des crosses pour faire lever des Instagrammeurs du premier rang. Il fait tomber des mecs sur l'impact. Et on sait qu'en NBA, on a beau être le plus talentueux du monde, l'aspect physique, quand on rentre dans quelqu'un, faire mal, ça fait partie du jeu et c'est important pour les très hauts. On a vu Steph Curry devenir ce qu'il est. Steph Curry, lui aussi, en s'épaississant, en étant un mec costaud, parce que Steph Curry, on a beau dire ce qu'il veut, c'est une belle brute aussi. Donc, et ça c'est un élément chez Victor Wembanyama qui doit le rendre injouable. On sait on l'a vu déjà avec un physique très filiforme, un physique d'enfant par rapport à d'autres joueurs NBA adultes, il arrivait à s'en sortir facilement sur le talent. Si en plus il rajoute à ça, et c'est ce qu'il vient de faire cet été, un aspect physique violent, en plus à ça l'attitude, parce que moi je le trouve violent, Victor Wembanyama, féroce, il a envie d'abîmer des mecs sur l'impact. Avant c'est Victor qui tombait, aujourd'hui c'est les adversaires qui tombent. Donc bon courage pour la suite. Et nous, je pense que cette saison doit être la saison où Victor dit c'est fini, je suis plus un jeune potentiel plus, je suis un mec qui va casser des gueules. Et c'est vrai que ça se ressent directement au high test, les images qu'on a vues de pré-saison où il fait des trucs simples, c'est-à-dire je vais directement au panier et je fais coup d'épaule, énorme dunk. On l'a beaucoup comparé à Yanis là sur les premiers instants, à Shaquille O'Neal. Si vraiment c'est quelque chose qu'il arrive à mettre en place en saison régulière, donc c'est quand même autre chose que la pré-saison, attention Mirette. Là, on rentre dans une gamme de mecs où en fait, il sera totalement injouable. Toi qui es un mec un peu du Pays Basque désormais, est-ce que tu sais comment on dit attention en basque? Tu l'as Cachou? Cachou. Ouais, Cachou cette année. Cachou Victor cette année. Cachou. Vous avez vu aussi l'histoire sur la taille? Il est bête. Vous avez vu aussi l'histoire sur la taille. Il a encore grandi. Ah, c'est un délire. Est-ce que vous avez vu, il y a 2 jours, Boban Marjanovic, qui va apparemment être un peu consultant. Il régale Boban, il a une cote de popularité fantastique. Personnage fantastique. On l'adore vraiment. Un méchant dans James Bond, ou enfin dans John Wick. Pour le coup, il s'est vraiment battu contre Keanu Reeves, le mec. Il a dit, quand j'ai rencontré Victor, donc il fait 2m24 officiellement,
Je l'ai regardé comme ça. Bon, évidemment, c'est du storytelling, mais ça veut dire à quel point ce gars est grand. Il dit, je pense qu'il est plutôt à 2,26, 2,28. Il n'est pas vraiment à 2,21 comme il était annoncé à la base. Donc, il est encore plus grand, sachant que les grands qui font plus de 2,20 m, normalement, sont souvent blessés, ils n'arrivent pas à enchaîner. Donc, j'espère quand même qu'il va arrêter de grandir. C'est l'une des raisons aussi pourquoi son entourage, à un moment donné, ils ont caché le fait que Victor grandissait en début de carrière NBA, parce que justement, au plus tu grandis, au plus tu es assujetti à des blessures. Et en fait, il voulait pas le dire. Donc voilà. Puis on voit que Victor, alors la thrombose veineuse, c'est pas une blessure. Non, ça n'a rien à voir avec la taille pour le coup. C'est pas une blessure musculaire. Oui. Donc, mais c'est vrai que. Et puis on se souvient quand on avait fait l'interview de Victor à l'époque où je jouais au Mets, l'interview d'ailleurs en 2 parties que vous pouvez retrouver sur la chaîne First Team. Il a jamais dit il savait qu'il devait s'étoffer, mais il savait que c'était aussi un programme sur plusieurs années. Il n'allait pas arriver un été en disant boum, ça y est, je suis bodybuildé, parce il voulait surtout pas se réduire l'amplitude de ses bras, de ses gestes. Et en plus, c'est un mec qui bosse. On se souvient dans l'interview, il nous explique comment il travaille avec son coach personnel. C'est un travail limite, c'est de la mathématique, quoi. C'est de la, tu vois, la chimie, de la physique. Donc tout la scientologie, n'a rien à voir. Catastrophique. Et on voit que là, ça commence à payer et à avoir un physique sur lequel il va pouvoir s'opposer par autre chose que le talent contre les adversaires. Bon, en tout cas, il a été excellent dans cette pré-saison. Contre Indiana, là, il joue 25 minutes, il a 27 points, 11 rebonds, des contres. Il a perdu quelques ballons parce que c'est un gourmand. Face à Utah, juste avant, 22 points en 16 minutes. Face à Miami, il a 10 points, 5 rebonds, 4 passes en 22 minutes. Il est arrivé, en tout cas, il est en grande forme, c'est ce qu'on a pu lire. Et tant mieux. Avant d'aller sur l'aspect mental que tu as envie de souligner, j'ai envie qu'on parle de jeu, parce que c'est quand même ce qui nous intéresse. Dans ces tout premiers instants là, on a l'air d'avoir un Victor qui a envie d'être moins au large et plus à mi-distance, voire sous le cercle. Mais tu vois, on a un peu commencé à parler de son état d'esprit. Il fait tomber des mecs par la dureté. On en voit son visage aussi. Il a envie d'être méchant. En fait, quand tu as envie d'éteindre des mecs, en fait, ça se passe rarement à 3 points. Ça se passe un petit peu à mi-distance et dans la raquette. Ça se passe dans le combat. Donc forcément, naturellement, si son état d'esprit a changé et on a l'impression que oui, eh bien, il va se rapprocher du cercle, de là où ça se tape un peu. Et il y va. Et là, pour le coup, il se rapproche du cercle, donc les pourcentages sont encore plus hauts. Et puis, il est incontrable. Et puis, il a une palette technique monumentale. Donc, en fait, il est en train vraiment, là, de trouver son plein potentiel pour de l'alternance. Et puis, dès qu'il est dans le périmètre, que ce soit mid-range ou vraiment proche du cercle, c'est quasiment 70-80% de réussite. Il s'est entraîné avec Kevin Garnett, il s'est entraîné avec Hakeem Olajuwon. Alors, c'est 2 profils différents. Il n'y a pas un mec qui joue à 3 points, ou très peu. Tout à fait. Alors, on verra si ça a vraiment un impact sur lui. J'arrive jamais vraiment à savoir ce que ça vaut de travailler avec des légendes comme ça. En tout cas, si tu bosses avec Olajuwon et Garnett, tu bosses pas ton tir à 3 points. T'es pas avec Steph Curry. Voilà. Donc, on a vu des vidéos en plus, parce que Hakeem, c'est vrai qu'il a 60 piges, il a encore des trucs. Il est bluffant sur les appuis, il est encore hyper délié pour un mec de cet âge-là, quoi. Il vient demain en championnat de France, j'ai l'impression qu'il peut tourner en double-double. No offense à mes gars quand même qui sont pros et qui ont 25 piges, mais tu vois. No offense à Bastien Vautier. No offense à Bastien Vautier, on l'adore. Le gars a quand même fondé First Team et joue en Euroleague en même temps, donc bravo à lui. Oui, Erwan, c'est pour toi. Ah, tu l'as pas comme ça? Non. Je suis chauve, vraiment pas de grave. Ah, pour les chauves là, comme ça, c'est faible. C'est mauvais. Nul. C'est mauvais. Dites-nous quand même dans le chat si on s'est pas régalé. Et à quel point ça va influencer sa technique et son envie d'être à l'intérieur, d'avoir bossé avec ces mecs-là. Je le sais pas, mais Kevin Garnett, sa grande gueule, sa technique, c'est évident. Le footwork de Hakeem, si on arrive à retrouver ici ou là des petits trucs, ça peut être intéressant. Mais après, effectivement, c'est toujours cool, j'imagine, quand t'es un joueur jeune comme Victor, d'échanger avec des légendes comme ça. Moi, je crois surtout que dans les discussions avec ces mecs-là, c'est 2 mecs qui ont gagné, comment on gagne? À un moment donné, l'année dernière, on l'a vu shoot à 3 points, être dans des excès. Et peut-être qu'il dit, mais moi, je vous shoot à 3 points. Peut-être qu'à un moment donné, Garnett Olajuwon lui dit, tu sais, les titres, ton profil, t'es pas Steph Curry, tu le seras jamais. T'aimes bien Kevin Garnett, certes. Kevin Durant, pardon. Mais tu sais, des fois, quand toi, tu vas être le plus grand, le pivot sur le terrain, même si c'était un pivot moderne qui fait des milliards de choses, des titres, ça se gagne aussi avec de l'efficacité. Et des runs de playoff âpres, ça se gagne aussi parce que à un moment donné, on a une zone où on est sûr qu'on est à 60, 70%, 80% de réussite. Tu vois, c'est plus dans les échanges avec ces mecs-là de comment ils ont gagné.
parce qu'Olajuwon a perdu beaucoup avant, Garnett a beaucoup perdu avant aussi, et ces mecs-là sont arrivés à un moment donné à gagner. On sait que Garnett a changé de style quelque part, parce que c'était la première option du côté de Minnesota, c'est devenu le meilleur défenseur de cette équipe-là des Celtics, mais c'est plus la première option offensive. Et Olajuwon, il a dû attendre longtemps pour gagner, il a même perdu une finale avant. Donc je pense que c'est plus dans l'échange de dire, au bout d'un moment, si tu veux gagner, apprendre à gagner dans les discussions. On continue sur le style de jeu, regardez ces stats, alors les stats brutes, mais aussi une stat intéressante vis-à-vis du nombre de tirs à 3 points et des paniers dans la raquette. Alors saison 1, donc 21-4 en points, 10,6 rebonds, 3,6 contre en 71 matchs, rookie de l'année évidemment. Saison 2, 24,3, donc plus 3, hein, ça c'est intéressant, un petit peu plus de rebonds, il était à 11, un petit peu plus de contre, 3,8, malheureusement 46 matchs, donc il n'a pas reçu le trophée du meilleur défenseur, il n'a pas reçu non plus le trophée du meilleur contreur, même s'il avait la meilleure moyenne. Les deux lignes d'en bas, elles sont intéressantes, regardez, on vous a mis d'un côté le nombre de tirs par match, donc 16,4 en tant que rookie, et entre parenthèses le nombre de tirs à 3 points tentés, 5,5. Pour la deuxième saison, l'année dernière, il a 18-6, donc il prend 2 tirs de plus, mais il tire 3 tirs de plus à 3 points. Ce qui vous donne dans la dernière 9 ligne, fois quoi. Ouais, c'est énorme. L'année dernière, 9 fois, c'était fou. Et la dernière ligne, c'est le pourcentage de points à l'intérieur, parmi tous ces tirs. Donc il était à 47, donc un panier marqué de Victor Wembanyama en tant que rookie venait de l'intérieur, c'est descendu à 37,5. Si nous on a ces stats-là, j'imagine que lui aussi il les a. Tu vois, et qu'il y a un truc d'évident, c'est qu'on parle toujours d'équilibre, on pense qu'il doit tirer à 3 points, 4 fois, 5 fois, parfois 6 fois, ça peut pas être non plus être 9 fois en moyenne. Même s'il a été capable, hein, il était à 35% au tir à 3 points, c'était fou. On a eu la chance de parler avec Victor plusieurs fois, que ce soit pour l'interview ou même avant. Il a vraiment ce rapport au jeu d'ingénieur. Il aime bien analyser. Il est beaucoup trop intelligent pour se dire simplement « Ah non, moi je vais shoot à 3 points, je vais me faire un kiff ». Je pense que c'est un mec qui a besoin d'essayer des choses. L'année dernière, il a essayé d'être un petit peu dans cet excès à 3 points. Je pense qu'il en était lui-même conscient. Mais pour moi, il connaît trop il s'intéresse beaucoup trop au jeu pour rester encore à 9 tirs à 3 points tentés, et que je pense qu'il va rééquilibrer cette année. Je pense qu'il va rééquilibrer parce qu'il va avoir de l'efficacité déjà, il va voir son équipe gagner, et on le dit, c'est important, c'est que cette année, les Spurs doivent aller en play-off. S'ils vont pas en play-off, ça va être le premier véritable échec de Victor. Et c'est pas un mec qui a envie d'avoir des échecs. On accepte une saison rookie sans play-off, on accepte une deuxième à la rigueur parce qu'il a pas fini la saison, une troisième, toutes les superstars, elles sont en play-off, année 3. Hein. LeBron, année 4, il est en finale NBA. Alors, bon. Non, mais c'est ça, et sachant qu'il rate je crois que les 2 premières saisons, il n'est pas en play-off, LeBron. Hein, donc, tu te rends compte, G-Wade, première saison, on se souvient du tir contre Baron Davis, alors qu'il est rookie. Année 3, il est drafté en 2003, il est en finale et il est champion en 2006. Alors, voilà, évidemment, c'est des contextes différents, mais les superstars sont toujours en avance. Donc, on a besoin qu'ils aient en play-off. Il est temps qu'ils découvrent ce stage de la NBA, quoi. Au bout d'un moment, Victor, on va pas se contenter de victoire en saison régulière. Merde. Alors, ouvrons maintenant le chapitre du leadership, etc. J'ai envie de le coupler avec la défense, parce qu'on n'en a pas du tout parlé. Donc, objectif, évidemment, être défenseur de l'année pour la première fois de sa carrière. Il y avait un truc qu'on avait dit lors de la saison rookie, où il était peut-être le meilleur défenseur déjà, mais il avait la pire défense, donc on pouvait pas lui donner, c'est Rudy qui l'avait. Rudy, c'est défensivement, tu parlais d'ingénieur, il est excellent dans la compréhension de ce qui se passe autour de lui. Victor, par ses qualités, il aura toujours de l'impact, soit dissuasion, des contres, ses rebonds. Mais là, maintenant, il doit ajouter aussi la compréhension du jeu et de ses adversaires, parce qu'on dit souvent bah oui, quand t'es rookie tu découvres tout. La 3e année t'as joué contre les mecs entre 4 et 10 fois, voilà, tu commences à connaître leurs habitudes, donc tu dois être d'autant plus fort, d'autant plus intelligent défensivement, et ça doit se ressentir sur son impact tout simplement sur son équipe. Moi j'ai aucune certitude, j'ai aucune inquiétude sur son impact défensif. Il aurait dû être défenseur de l'année il y a 2 ans. L'année dernière, s'il se blesse pas, il est défenseur de l'année aussi, donc en fait il aurait quasiment pu déjà être 2 fois meilleur DPOI. Donc bon, je suis pas inquiet vraiment. Aujourd'hui, il est fort sur l'homme par sa dissuasion. On parle de son impact physique. Je pense que là, il va rajouter en plus à sa dissuasion de la dureté sur l'homme, et puis il est capable sur les contrôles en défense, qu'on appelle ça. Quand tu défends, que tu es en contrôle. Je vais me revenir. Oui, voilà. Eh ben lui, en fait, il a tellement des longs bras qu'il peut défendre le tir, en même temps le drive, en même temps le tir à mi-distance. Donc c'est là qu'il est très compliqué. J'arrive pas à retrouver. Je sais revenir, t'inquiète. Je cherche. Quand le pivot il est là comme ça, j'ai oublié, mais ça va me revenir. Maintenant que tu contrôles parce que ça marche aussi. Oui, mais ça marche aussi. Ça va nous revenir. C'est pas très grave. Parlons du leadership alors, et justement du fait d'amener les gens avec lui. Parce que l'année dernière, il est quand même 25e défense au rating l'année dernière, 30e l'année d'avant.
Ok, saison biaisée, on peut dire ce qu'on veut. Ça pue la merde. Le drop coverage. Merci, drop coverage. Je sais que je vois qu'il y a un truc. Je t'écoutais plus. Ouais, j'ai compris. Parlons du leadership maintenant. On a envie de le voir amener les autres avec lui. Il a commencé, ça se sent quand même. Il y a une évolution là-dessus. J'ai envie de le voir aussi clutch. Tu vois, pour moi, le mental, ça se traduit aussi par deux trucs. C'est les actions ultra importantes qui font gagner des matchs et amener les autres avec. Même s'il a 21, 22 ans maintenant. Encore une fois, pour moi, il est dans une logique. Il faut pas tout de suite trop lui en demander. C'est ce que sur cette deuxième saison, on a été quand même assez compréhensif. Même si l'année dernière, à un moment donné, on a quand même froncé les sourcils en se disant, ça doit le faire rire quand il nous entend dire ça, mais on s'est dit, ouais, il shoot quand même beaucoup à 3 points. C'est vraiment ce qu'il veut être comme joueur et tout. Mais son leadership, moi, j'oublie pas non plus ce qu'il a fait avec les Mets en championnat de France. Il avait un leadership naturel avec des mecs beaucoup plus vieux que lui, des Américains. Alors, avec le meneur Waters, ça a été problématique, mais il est parti, mais lui, il a jamais cédé, alors malgré son jeune âge. Moi, ce qu'il a fait avec les Mets, en fait, à cette époque-là, même si ça commence à remonter, le leadership qu'il a eu pour emmener une équipe jusqu'en finale du championnat de France, alors qu'elle n'était pas du tout construite pour aller jusqu'à là. Je sais qu'il a ça en lui. Maintenant, il arrive en NBA, il y avait beaucoup de choses à digérer, il y avait des attentes monumentales, il n'y avait pas non plus une équipe pour faire plus, mais moi, je reste persuadé qu'encore une fois, il a ça en lui, mais il a beaucoup de choses en lui, Victor. Mais je crois que c'est un leader aussi naturel. Ouais, mais le problème, c'est que la NBA est tellement autre chose. Le meilleur exemple dans tout ça, c'est que Carmelo Anthony gagne la NCAA on a toujours eu l'impression que c'était une superstar, oui, mais un leader, un truc. Pendant longtemps, on a cru ça, et en fait, il a jamais transformé ce truc-là en NBA. Donc, je compare pas du tout les deux mêmes, mais je dis juste qu'en fait, il n'y a pas de garantie ce que tu fais avant, parce que tu es tellement fort. N'oubliez pas que Victor, sa dernière année en France, c'est déjà un bon joueur NBA. Donc, il est clairement surdimensionné pour le championnat de France, tu vois. Et donc, moi, ma théorie des leaders, c'est que quand t'es vraiment très très fort, hein, des leaders, des longs leaders, quand t'es vraiment plus fort que les matchs que tu joues, en fait, c'est facile des clutches, c'est plus facile des clutches. Regarde, aujourd'hui, on a fait un basket, Erwan, t'as été exceptionnel, mais tout était facile. Vous aviez une équipe, c'était la Yougoslavie avant-guerre, vous étiez exceptionnel, mon frère, il y avait 10 matchs. Et c'est plus facile quand t'es plus fort, quand ton équipe est plus forte aussi. Tu me dis ça, du coup, là, ils le sont pas, sur les 2 ans, sur les 2 premières années de Victor, t'as senti qu'il y avait peut-être un lack of leadership. Non, je dis pas ça, je dis point d'interrogation pour l'instant, incapable de répondre. Ok. Pas incapable de répondre. Et donc, année 3, 22 ans, beaucoup plus mature, beaucoup plus fort. C'est maintenant que j'ai envie de voir une réelle évolution dans le leadership et dans la clutch attitude. Parce que l'année dernière, avant qu'il se blesse, il est All-Star, son équipe est en course pour faire le play-in, il est dans les temps de passage collectif aussi. Ouais, quoi. mais les attentes changent. Et plus il y a d'attentes, plus il y a de la pression. Et les gens, j'ai l'impression, quand je dis ça, c'est vraiment au sens très large. Là, ça y est, tout le monde attend comme ça en disant, bah vas-y maintenant. On t'a tout donné, t'es une superstar, on t'adore, t'es intelligent, t'es un mec merveilleux. Vas-y maintenant, t'as une bête d'équipe maintenant. Vas-y. T'es une bonne équipe. Vas-y. Alors, on se projette un petit peu maintenant, si tu veux, et je te poserai une question aussi sur les associations au sein des Spurs. Regarde, sur Winamax, on avait trouvé des petites cotes qu'on aime bien. Est-ce que Victor, il va nous refaire des matchs à 50, à 60, ce genre de choses? Est-ce que, tu vois, là, regarde, parce que quand tu vois les cotes, meilleur scoreur, il est très très loin, il est à 100. Avant la pré-saison, il était à 150. Meilleur rebondeur, il est à 10. C'est notre ami Sabonis qui était à 13, lui était à 11. Meilleur rebondeur. Inscrit 50 points, au moins 50 points sur un match, 1,75. Il a déjà fait l'année dernière. Meilleur contreur, 1,30, ça pour le coup. Faut l'apprendre. Ouais, 1,30. Ça, faut l'apprendre. Hein. Bah ouais, mais il faut qu'il joue les matchs, hein, donc c'est ça le problème. Hein. Il y a 82 matchs à jouer, il leur doit 66. On se souvient que l'année dernière, il s'arrête en février. Il est meilleur contreur et il finit meilleur contreur. Oui, en moyenne. Oui. Ah non, en volume, en nombre de. C'est plus intéressant. En volume, il avait largement plus de contre faits réellement par rapport aux autres. Donc ça, c'était drôle. Est-ce qu'il y a un truc là sur lequel tu pourrais aller? Alors sur une cote un peu osée, tu vois, meilleur rebondeur peut-être ou meilleur score, c'est osé. Meilleur score à 100. Moi, je pense qu'il va augmenter. Son volume de points. L'année dernière, il a 26. Il a 24. Moi, je pense qu'il peut monter aujourd'hui à 28. Après, aujourd'hui, pour être meilleur scoreur de la ligue, pour moi, il faut être au moins à 30 pions, voire plus. Il y a beaucoup 32 même, hein. Ouais, il y a beaucoup de gourmands et des mecs qui scorent quand même tous les soirs assez régulièrement. Meilleur rebondeur, je l'ai dit hier aussi chez Wina, c'est pas ce qu'il aime le plus. D'une part parce qu'il est souvent dans les seconds rideaux, donc c'est compliqué physiquement d'être au second rideau et au rebond. Et puis même naturellement, Victor, c'est un mec qui a besoin de se faire un peu violence pour aller au rebond, même malgré sa grande taille. Et puis on sait qu'il est souvent au large, justement sur les fameux drop coverage. Donc quelque part, il laisse un peu cette base. Ce que tu dis là, je trouve que ça vaut pas. Enfin, je suis pas sûr parce que regarde Rudy Gobert.
Rudy Gobert a été meilleur rebondeur de la NBA. Il est déjà monté dans les 13. Il était dans la dissuasion, il était dans le drop coverage. Oui. Je veux dire, on l'a déjà vu dans les baskets modernes. Rudy Gobert, quand même, il a moins d'objectifs au moment de commencer un match que Victor. Non, on parle de défense là. Oui. Bah, en défense, je pense que Rudy Gobert, il est aussi responsabilisé que Victor. Moi, t'es bouche bée, donc c'est pas autre chose. Pas du tout. Non, pas du tout. Non, je t'ai donné un argument, tu m'en donnes un autre. Après, les gens se feront un avis. 1-0 pour Thomas. Voilà. Ah bon, 1-0 pour Thomas. Parce que j'ai perdu le basket tout à l'heure. Non, mais là-bas. Match à 50 points, à 175, faut la prendre. Faut même peut-être essayer de tenter un match à 60. Ouais, oser. Mais pourquoi pas, bien sûr. Dans cette NBA. Bien sûr. Et moi, je reste persuadé que les Spurs cette année vont avoir un pace de malade. Son meneur de jeu, c'est De'Aaron Fox. C'est l'un des mecs qui va le plus vite en NBA. Me dis pas qu'ils vont jouer en marchand. Non. Bon, voilà. Il faut mettre quand même 60, c'est dur. Moi, j'espère qu'il mettra 60. On rappelle que le record est toujours à Tony Parker, 55. Je vous propose dans un instant de commencer à parler des perfs et des objectifs de saison pour les Spurs. Tiens, regarde, Erwan, je te propose le roster des Spurs. On l'a déjà fait longuement, mais c'est juste dans ton esprit. Quelle est la meilleure complémentarité pour Victor Wembanyama? Et je te propose une autre question en même temps. Est-ce qu'on va voir Victor un peu jouer 4 avec Luke Kornet, par exemple, sur le poste 5? Pourquoi pas? Ça peut être intéressant de jouer grand. On voit que ça se fait de plus en plus chez d'autres équipes. Donc ça peut être une option. On sait que Luke Kornet est un joueur très intelligent qui sera, quoi qu'il arrive, jouer autour de Victor. Alors après, on connaît les limites aussi de Luke Kornet. Mais si tu associes les deux joueurs intelligents et un joueur avec une qualité plus, deux joueurs qui peuvent sanctionner au large, donc ils peuvent alterner, c'est un truc que j'ai envie de voir en tout cas. Alors la meilleure je suis pas sûr que ça sort. Par contre, l'option numéro 1 qu'ils vont jouer, mais ça peut être une des options. On l'a dit, je l'ai dit dans une autre émission, Jérémy Sohan, il va falloir quelque part qu'il fasse d'autres choses pour qu'on puisse se dire ok, on se projette. Moi pour l'instant je me projette pas du tout. Harrison Barnes pour toi. Je me projette pas du tout. Évidemment. Parce qu'Harrison Barnes, on sait ce qu'il peut pas faire, mais on sait ce qu'il peut faire. Ah, ça c'est sûr. Donc au moins on a un peu plus on a des certitudes avec Barnes que pour l'instant moi je n'ai pas avec Jérémy Sohan. Maintenant c'est un jeune joueur Sohan. J'ai pas envie de l'enterrer encore presque, mais pas encore enterré complètement. Mais il va falloir que lui, quelque part, se dise ok, je joue avec ce mec-là, je suis un mec qui sait faire beaucoup de choses sur un terrain. Maintenant, il faut que je fasse des choses efficaces autour de Victor. Bon, dernière question. All-Star, c'est une évidence. Bah oui. Dans le 5. Dans le 5, gros. Dans le 5, il y a... dans le 5. Ah, moi, je suis très ambitieux pour Victor. Alors, il faut qu'il passe LeBron, il faut qu'il passe Jokic. Et le dernier, c'était qui? Il y a Kevin Durant aussi. C'était qui le dernier? Je vais regarder en même temps. Tu crois ça vraiment qu'ils sont dans le 5 majeur? J'ai envie de tout prendre. D'accord, mais de toute façon, c'est ça le problème. C'est est-ce qu'on se projette vraiment sur ça ou on dit n'importe quoi? Non, mais j'espère qu'il sera... Non, mais moi, il était d'ailleurs 4ème, je crois. Attends, alors, au fond de course. Non, mais pour être un peu plus sérieux et dans l'argumentation, c'est que Victor est une star mondiale. Oui. Si il est attendu partout où il va dans les salles, si son équipe carbure, si lui fait des stats, met des cartons certains soirs, je pense qu'il va pouvoir prendre des voix. Vraiment. Mais prendre des voix, non, oui. Mais prendre des voix pour être de lettres. Prendre des voix pour être dernière, c'était donc titulaire. LeBron et Nikola Jokic et Victor Wembanyama étaient donc 4ème. Pour passer un de ces trois-là, il faut avoir des résultats de ouf. Voilà. Les Spurs doivent être dans le top 6. Ils sont dans le top 6, il y sera. Mais là, pour passer des mecs aussi connus que ça, bien sûr, très compliqué. Bon, ok, défenseur de l'année, on a compris. Visez le All-NBA, parce que de toute manière, honnêtement, si les Spurs carburent bien, il sera multi-récompensé assez naturellement. Évidemment. Regardez, les objectifs. Quels objectifs cette saison pour Victor? Qualif en playoff, oui. Être élu défenseur de l'année pour la première fois, oui. Être le star, oui. Être le NBA, oui. Et augmenter sa moyenne de points. Si on veut vraiment être fou, peut-être qu'il sera à 30 points par match. Là, ce serait une dinguerie, mon ami. Tu disais 28 pour moi, c'est le minimum. Hein. C'est le minimum, 28, 11-12, là. Encore autour, un peu moins de 4 contre. Et là, frérot, quelques victoires. Et là, ce serait donc le premier Français à passer au-dessus des 25 points par match. On vous avait fait ce petit tableau parce que finalement, c'est archi rare. Il n'y a que Tipeee qui a eu des saisons à plus de 20 points. Regardez, l'année dernière, il était déjà le recordman avec sa saison All-Star, 24,3 points pour Victor. La meilleure saison de Tipeee dans un autre basket, vraiment complètement différent. Il fait en 2008-2009 22 points. Il finit au All-Star Game, All-NBA Third Team et 8ème au MVP. Son meilleur score au MVP, Tipeee, c'était 5ème. Et Evan est donc le 3ème meilleur score français sur une saison 2018-2019 avec le Magic 18,5. Tipeee fait plusieurs saisons. Ouais, il en fait 2 ou 3. Mais là, on a pris ça, c'est sa plus haute marque. Très bien. Donc voilà, Victor Wembanyama a tout en main. On n'a jamais eu une superstar de ce niveau-là dans notre pays. Donc vas-y, maintenant, il n'y a plus qu'à tamponner. Je suis une superstar, j'ai des résultats de superstar. Voilà, tout simplement. On s'arrête là-dessus. Vous nous dites dans les commentaires ce que vous imaginez pour Victor. Soyez fous. Est-ce qu'il peut être à plus de 30 points par match? Fou.
Mais oui. Et ceux- 30 points. Et ceux qu'on en marque, on parle de victoire, bah écoutez, il faut changer de sport. Hein. Non, mais ça, on a vu un commentaire d'un mec qui disait Mais non, oui. non, frérot, on va parler de Victor comme des malades. On n'a jamais eu un gars aussi fort, les gars. Il est français. On va le saucer, toujours. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Enfin, d'ailleurs, je dis ça, mais dès lundi pour la libre antenne NBA et le retour du vrai Big Monday avec les NBA Classic Games. Et je vous le dis, il y a Michael Jordan. Paf, énorme match. Et il y a un vrai game historique. On s'est régalé à le commenter. Ah ouais, Il y a complètement. il y a des moments. Ouais, mais il y a des moments chills, comme on dit. Et mardi, le début de la NBA. Merci Erwan, merci à la régie. Les équipes de Léo ont été exceptionnelles. On se retrouve très rapidement pour parler de basket sur la chaîne First Team.